Bonjour et bienvenue à tous dans le magazine littéraire, un magazine qui vous propose de découvrir la littérature sous toutes ses formes en compagnie d'invités de renom. Aujourd'hui, notre magazine sera consacré à l'économie, une fois n'est pas coutume, puisque Emmanuel de Rênal, que nous recevons, va nous présenter le petit livre bleu ouvert. Emmanuel de Rênal, bienvenue dans l'émission Le Mag littéraire sur Zouk TV. Bonjour, merci. Donc tout de suite dans le vif du sujet, le petit livre bleu ouvert, on en a discuté très succinctement la semaine dernière et notre invité n'était pas présent, nous n'avons pas voulu poursuivre. Le petit livre bleu ouvert donc, a été présenté récemment à la presse et au monde politique. Absolument. Et c'est aussi un projet qui date d'un certain nombre de temps, il y a une réflexion qui mène depuis un certain temps, justement au sein de Contact Entreprise, puisque Emmanuel de Rênal est président actuellement de Contact Entreprise, une association qui regroupe un certain nombre de chefs d'entreprise en Martinique avec des objectifs précis. Alors, on s'est déjà dit bonjour et bienvenue. Contact Entreprise, qu'est-ce que c'est? Quelle est sa fonction? Quel est son but? Qui regroupe-t-elle? Comment elle fonctionne? Enfin, on veut tout savoir. Alors, Contact Entreprise, c'est une association qui regroupe aujourd'hui 230 entreprises de Martinique. Alors, des entreprises de toute taille, de toute dimension, de tout secteur d'activité, de toute implantation géographique. Des entreprises qui représentent finalement très bien la réalité du tissu économique local. Des grosses entreprises, des petites, il y a de grosses, des petites entreprises, il y a des artisans, il y a des industries, il y a des commerçants, il y a des entreprises de services, de conseils. Vraiment, on est le reflet, je pense, de la réalité du tissu économique local martiniquais. Cette association existe pourquoi? Parce qu'elle partage ses membres en tout cas partagent une conviction, c'est que l'entreprise, contrairement à ce qu'on peut entendre, n'est pas à côté de la société, mais elle est au cœur de la société. Et c'est de l'entreprise, finalement, que tout le système sociétal se déploie, fonctionne et vit. Et donc, il est important de connecter, de manière très concrète, l'entreprise à tous les mondes qui l'environnent. Donc, c'est une association qui agit beaucoup en direction de tous les milieux, que ce soit le milieu scolaire, le milieu des étudiants, de la jeunesse, mais également les milieux associatifs, le milieu sportif. On a des conventions très concrètes avec la Ligue Martiniquaise d'athlétisme, par exemple, sur les Carifta Games, on pourrait en dire deux mots. Voilà, donc c'est une association qui, par ses actions, démontre que l'entreprise est connectée à son monde, à sa société, et agit de manière utile pour que la société se déploie harmonieusement. Il était nécessaire justement que ces chefs d'entreprise se réunissent. Oui, parce que vous savez, l'entreprise malheureusement jouit d'une très mauvaise image. L'image d'un monde fermé, l'image d'un monde égoïste. Voilà, donc c'est cette image aujourd'hui qui écrase ce secteur économique. Il fallait absolument la corriger, mais on ne corrige pas une image par du slogan, on corrige une image en agissant concrètement et en montrant ce qu'on fait au-delà du périmètre de chaque entreprise. Et donc les 230 entreprises qui contribuent à cette association se sont engagées en s'associant à agir dans des actions citoyennes, des actions passerelles, de manière à vraiment changer le regard que notre population a parfois envers l'entreprise. Donc, Contact Entreprise existe depuis? Alors, c'est une vieille affaire, c'est une entreprise qui a eu plusieurs vies, qui a été créée il y a une trentaine d'années, qui a traversé un désert, qui s'est fermé, qui a réouvert, et qui, je dirais, a réouvert de manière, dans ces nouvelles configurations, en 2009, et sous la présidence d'Olivier Hugues Despointes, qui a relancé un petit peu la machine, et qui lui a donné sa structuration actuelle. Très bien. Alors, une association qui regroupe des chefs d'entreprise martiniquais de tout secteur, vous vous réunissez bien évidemment, on le suppose? Alors, le fonctionnement de l'association, il est très concret. Il y a un bureau élu avec 4 personnes qui sont statutairement élues et qui agissent au nom de l'association. À ce bureau, c'est greffé une quinzaine de chefs d'entreprise volontaires. Et ce petit groupe d'entrepreneurs se réunit toutes les semaines. Donc, on a une réunion hebdomadaire pour conduire les projets de l'association. Des projets extrêmement variés, extrêmement multiples, puisque nous conduisons, je dirais, chaque jour
je dirais, voilà, chaque semaine, on est sur plusieurs fronts chaque semaine. Et donc, c'est ce petit groupe de 20 entrepreneurs qui pilotent les actions et qui vont chercher dans le vivier de l'association des relais de chefs d'entreprise pour pouvoir concrètement aller sur le terrain, accompagner des jeunes, faire du coaching sur des jeunes qui ont besoin d'un emploi, par exemple. Voilà, on est vraiment dans l'action très, très concrète. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques actions depuis 2009 menées, en dehors bien évidemment du livre qui va nous occuper? Oui, alors je peux être intarissable parce qu'il y a beaucoup d'actions. Il y a des grandes familles d'actions, ce qu'on appelle les actions passerelles, qui consistent à mettre en contact des chefs d'entreprise avec des milieux environnants. Alors dans les passerelles, on travaille beaucoup avec les collèges, avec les lycées, avec les établissements scolaires, et pratiquement une fois par semaine, des délégations d'entrepreneurs vont au-devant des élèves pour échanger avec eux, soit sur les futurs métiers, soit sur l'état d'esprit entrepreneurial qui doit habiter chaque Martiniquais. Et donc voilà, on échange avec eux, on échange sur des portraits d'entrepreneurs et on crée du lien entre le monde de l'éducation, et on le fait dans le cadre d'une convention formelle qui a été signée avec le rectorat d'ailleurs, et qui permet d'échanger de manière très constructive avec ces milieux-là. On rencontre également des groupes de jeunes en recherche d'emploi. On a par exemple, de manière très concrète, élaboré un document qui s'appelle le dispositif Premier Contact, qui est un document qui a été mis au point par des chefs d'entreprise qui, par la pratique de l'embauche, se sont rendus compte que bien des jeunes formés, intelligents, avec de vrais atouts, se plantent au moment de l'entretien d'embauche ou du premier contact qu'il a avec l'employeur, simplement parce qu'on ne lui a pas donné les petites clés, les petites ficelles pour réussir ce cap. Ça dure un quart d'heure dans une vie, mais c'est un quart d'heure qui peut être critique ou qui peut au contraire être fécond. Donc on a considéré qu'il fallait qu'on agisse pour permettre à ce quart d'heure-là d'être réussi. Et donc on va au-devant des jeunes et on les coach en leur donnant les bonnes ficelles, les bons trucs pour qu'ils ne se plantent pas malgré leur qualité au moment de l'entretien. Voilà des exemples d'actions. Je pourrais également citer ce qu'on fait avec le milieu sportif, puisqu'on est en ce moment même en train de co-organiser les Carifta Games qui vont avoir lieu pendant le week-end de Pâques, qui vont faire venir ici 27 nations de la Caraïbe. Donc c'est quelque chose d'assez colossal, avec pratiquement 1000 athlètes de la Caraïbe qui viendront s'affronter sur notre sol. Donc ça, la Ligue a estimé qu'il fallait que ça soit co-organisé avec les entreprises. Et donc on a monté un comité d'organisation qui mélange les techniciens de la Ligue, les techniciens de la ville de Fort-de-France, de la région et du monde de l'entreprise pour aboutir à ce beau projet. Est-ce que depuis 2009, le dialogue s'est amélioré, non seulement, bien évidemment, on le suppose, au cœur même de l'entreprise, des chefs d'entreprise, entre eux. Est-ce que le dialogue s'est aussi amélioré entre les chefs d'entreprise, les politiques, on le suppose, parce je crois qu'ils avaient un très bon accueil au livre, mais plus généralement la population? Alors, je crois que là, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est important. C'est vrai que la Martinique a longtemps manqué de dialogue entre les différents composants de la société, que ça soit, quelle que soit la nature de ces composants. Et c'est vrai que la Martinique a souvent souffert de blocages qui finalement se sont cristallisés sur le manque de dialogue. Et c'est vrai que longtemps, le monde économique et le monde politique ne dialoguaient pas. C'était deux mondes qui avançaient chacun dans son tunnel. Plutôt opposés d'ailleurs. Plutôt opposés, qui se tournaient le dos, chacun se satisfaisant de son périmètre. Et ma foi, on ne peut pas imaginer construire un pays quand on a des forces dynamiques comme ça qui ne se mettent pas ensemble pour joindre leurs énergies. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est en train fondamentalement d'évoluer. Même si on part de loin, il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais aussi bien du côté de l'entreprise, qui n'a pas forcément la culture de l'échange avec le monde politique, que du côté du politique, qui voit plutôt le monde économique, ou qui en tout cas a longtemps vu le monde économique comme étant un monde hostile. On sent que ces choses-là, que quelques barrières tombent, que des murs s'effritent,
et qu'il y a une vraie volonté de part et d'autre d'amorcer des dialogues. Le livre bleu d'ailleurs en est une illustration, et c'est en tout cas vraiment une nécessité aujourd'hui essentielle. Si on veut faire bouger les choses, il faut rétablir le dialogue entre tous ceux qui structurent la société. Justement, donc, vous disiez tout à l'heure que le dialogue était revenu à la belle entre les hommes politiques et les chefs d'entreprise. Alors ça peut paraître paradoxal que des hommes politiques, que des politiques ne soient pas plus sensibilisés que ça à la chose entrepreneuriale, puisque quand même leur discours est souvent lié à l'emploi. Et qui crée l'emploi sinon les chefs d'entreprise. Pour autant, aujourd'hui, ils sont plus à l'écoute des chefs d'entreprise. On aura noté également que la création de Contact Entreprise, c'est 2009, année de la grève. On aura noté aussi que les politiques étaient sur le terrain, que la société civile, le peuple, la population était sur le terrain, que les chefs d'entreprise, eux, ils étaient aussi sur le terrain, mobilisés. Donc il y a eu là, effectivement, un certain nombre de revendications de part et d'autre. Il y a eu peut-être rupture, chaos, tout ce qu'on veut, grève. Mais à la suite de ça, le dialogue semble se renouer entre les différentes composantes de la société. Et le petit livre bleu en est une preuve tangible. Oui, aujourd'hui, quel que soit ce qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'en 2009, il n'y a pas eu de grève en réalité dans les entreprises. C'était pas le sujet. Les entreprises n'étaient pas en grève. Elles étaient bloquées, elles étaient arrêtées. Il y a eu un mouvement sociétal majeur. Mais le problème ne provenait pas de l'entreprise. Même si l'entreprise a servi de bouc émissaire, ça c'est une réalité. Mais on ne peut pas dire que le problème provenait du milieu de l'entreprise. Mais quoi qu'il en soit, maintenant nous sommes dans une phase de construction, de reconstruction. Et la construction ne passe que par le dialogue. Et ce qu'on peut aujourd'hui noter, et je pense être sincère en le disant, c'est que cette volonté de dialogue, chacun a compris que c'était nécessaire, que la solution n'était pas dans l'absence de dialogue. Et aujourd'hui, nos politiques, peut-être, ont tenté de faire bouger les choses en ignorant pendant un certain temps la réalité économique. Mais quand on va au bout de cette logique, on s'aperçoit à un moment donné que la réalité rattrape la fiction, et qu'il faut bien agir sur du concret. Et le concret, c'est l'économie. Et donc, voilà, on est aujourd'hui arrivé au bout d'un système où on se doit de regarder les choses de manière très pragmatique, très concrète. Je pense pour ma part que les politiques sont dans ce jeu-là aujourd'hui, cherchent des vraies solutions, parce que le problème est quand même très très grave, hein, la situation est très difficile. Et qu'on sait maintenant, et ça fait partie des consensus qui sont partagés, c'est que le monde de l'entreprise n'est pas un problème, ou en tout cas n'est pas le problème, mais il est sans doute la solution. Ou en tout cas, il est une partie de la solution. Et dès qu'on a compris ça, eh bien, je pense que tout le monde peut se mettre d'accord sur cette simple idée pour essayer maintenant de sortir de la crise, de sortir de nos problèmes, en jouant sur ce qui encore fait de la dynamique. Et cette dynamique existe dans le monde de l'entreprise. Très bien. Le petit livre bleu ouvert, est-ce un cri d'alarme ou au contraire une projection sereine vers l'avenir? Alors je dirais que c'est plutôt un cri d'espoir, parce que là encore, et là je fais un peu le mea culpa du monde de l'entreprise qui pendant trop longtemps s'est tu, ne parlait pas, ne fermait ses portes à l'expression extérieure, et donc du coup à alimenter des fantasmes, parce que c'est le silence qui est générateur de fantasmes. Longtemps, le monde de l'entreprise, quand il se manifestait, c'était plutôt pour exiger, demander des choses, se plaindre. Bon, bien que la situation peut parfois justifier qu'on réclame des mesures d'urgence, c'est vrai, mais il fallait quand même que dans ce concert de prise de parole, les entreprises manifestent leur capacité collectivement d'apporter une contribution positive à la société. Et c'est pourquoi nous avons engagé ce travail, qui est un travail de ce point de vue tout à fait original, qui a consisté à réunir les chefs d'entreprise qui souhaitaient contribuer à une vision positive. Donc pour la petite histoire, derrière ce livre qui est très petit, hein, qui se lit vraiment en moins d'une heure, il y a quand même plus de 130 entrepreneurs qui, d'une manière ou d'une autre, ont mis leurs mains à ce texte.
Et je veux dire par là que c'est un vrai travail d'intelligence collective. Et chacun de ces 130 chefs d'entreprise, quand ils ont contribué à ce travail, n'était animé que par la volonté d'aboutir à un projet collectif qui redonne de la dynamique, qui relance l'envie d'entreprendre pour pouvoir dégager un nouvel horizon pour la Martinique. On a vu dans les médias Jean Cruzol Oui. Manifester véritablement quasi une passion. Non seulement on sait qu'il est économiste et qu'il est brillant, mais là, moi j'étais relativement surpris de voir que ça lui plaisait vraiment et qu'il était prêt à s'engager, non seulement en tant qu'homme politique, mais également en tant qu'économiste. Mais je peux vous dire que Jean Cruzol a été déterminant dans cette affaire. Vous parliez de dialogue. Là, il y a avec Jean Cruzol, avec Martinique Développement, un dialogue extrêmement concret, extrêmement riche. Et d'ailleurs, cette aventure du Livre Bleu s'est conduite avec un partenariat entre l'association Martinique Développement et Contact Entreprise. Et là encore, je pense qu'on est peut-être des innovateurs dans le genre, mais pour monter ce projet, nous avons mélangé ces équipes dans un comité de pilotage qui ont appris à travailler ensemble, chacun avec sa sensibilité, avec sa logique, mais en tout cas, chacun a produit collectivement ce travail et a conduit ce projet. Et je crois que la sortie même de ce Livre Bleu, qui s'est fait assez vite et qui pourtant a franchi des étapes très lourdes, quand on doit réunir 130 personnes à travers un sondage en ligne, à travers des entretiens individuels approfondis pour une trentaine de leaders d'opinion, à travers des ateliers de créativité, ce sont quand même des dispositifs lourds. Eh bien, ce travail a pu être fait très vite parce que, je dirais, les intervenants de Contact Entreprise associés à ceux de Martinique Développement ont su, ensemble, travailler intelligemment, de manière efficace, pour aboutir à ce résultat. Alors, concrètement, dans le texte, comme dirait l'autre, parce qu'il faut rappeler également aux téléspectatrices, téléspectateurs que nous sommes dans une émission littéraire et qu'il fallait peut-être parler littérature, mais tout livre a une histoire. Et il faut d'abord manifester l'histoire du livre avant que d'aborder le livre à proprement parler. Alors, 21 idées sont réunies dans cet ouvrage qui a été remis en grande distribution, je veux dire à un certain nombre de chefs d'entreprise, mais pas seulement. Non. Alors, ça, vous faites bien de le rappeler. C'est un livre qui est quand même très particulier parce que c'est un travail de chefs d'entreprise qui ne sont pas des hommes de lettres. Moi-même, je ne suis pas particulièrement doué de la plume, même si plusieurs mains ont coécrit ce livre. C'est pas de la rhétorique. C'est pas de la rhétorique, c'est de l'expression synthétique d'une vision. Mais ça, Emmanuel de Rhénal, il n'est pas nécessaire d'avoir fait de grandes études littéraires pour exprimer ses idées par l'écrit. Voilà, absolument. Mais donc ce n'est pas un travail de littérature au sens pur du terme, on est d'accord. C'est un travail d'écriture, effectivement. Alors là où c'est original, c'est que ça aurait pu être un rapport. Vous savez, le fameux rapport avec les bien boudinés, avec la plage transparente, et puis qu'on laisse en général dans un tiroir parce que c'est jamais agréable. Et c'est trop technique. C'est technique, avec des schémas. Ça aurait pu être ça. Et dès lors qu'on aborde ce genre de sujet et qu'on mobilise des chefs d'entreprise, la première, je dirais, logique est d'aboutir au fameux rapport. Le fameux rapport qu'on remet officiellement aux élus et qui ne sort pas du tiroir. Ça aurait pu être ça. Ça n'a pas été ça. Et ça a été notre volonté de dire on ne veut pas faire le énième rapport, on veut faire un texte inspirant, simple, accessible par tous. On veut l'écrire pour que chaque Martiniquais se l'approprie, puisse se l'approprier s'il le souhaite, et je dirais que ça puisse inspirer, réveiller en chacun de nous une petite flamme entrepreneuriale. Donc il fallait lui donner un caractère très ouvert, d'ailleurs comme le thème même de ce livre, puisqu'on parle d'ouverture, je pourrais en dire 2 mots tout à l'heure, mais en tout cas un style d'écriture extrêmement simple et accessible, un format extrêmement simple et accessible, on l'avait souligné. Une gratuité, ce livre a été imprimé aujourd'hui à 5000 exemplaires. Oui, quand même. C'est quand même une grosse quantité. Financé par les chefs d'entreprise. Financé par les chefs d'entreprise et par Martinique Développement. Mais nous avons décidé, et c'était une décision des chefs d'entreprise, de ne pas vendre ce livre pour qu'il puisse être vraiment circuler librement, sans aucune contrainte financière de personne.
et on l'a même d'ailleurs mis en téléchargement gratuit sur notre site web. Et on peut se le procurer où? Alors, on peut se le procurer chez Contact Entreprise, on peut se le procurer chez Martinique Développement. Il n'est pas en grande distribution pour autant. Non, il n'est pas en grande distribution, mais pour l'instant, il s'écoule assez vite. Et si c'est nécessaire, et si on sent qu'il y a une vraie volonté et que ça devient un document qui peut amorcer des nouveaux projets, je n'aurai pas de difficulté à convaincre nos adhérents là, de financer un nouveau tirage, si tant est qu'on estime que c'est dans l'intérêt du développement de la Martinique de le faire. Très bien. Donc 21 idées se rassembler. Oui. 21 idées se rassembler. Un préambule qui un peu explique la démarche générale. Oui. Alors, cette démarche générale, vous mettiez l'accent sur le mot, c'est l'ouverture qui est un petit peu est le leitmotiv en fait de cette. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce livre, il a une grande qualité, c'est qu'il se lit vite. Il a un grand défaut, c'est qu'on a tendance à le résumer à ces 21 idées. Or, moi j'estime que la partie la plus importante de ce livre, c'est la première partie. C'est un livre qui est en deux parties. Il y a une partie d'une trentaine de pages. Il y a une réflexion préliminaire qui fait l'objet de la première partie. Exactement, et qui propose et qui dessine une vision. Cette vision, c'est vraiment la partie qui me semble la plus riche, la plus essentielle. Et c'est de cette vision, une fois qu'on l'a bien calé, qu'on l'a bien arrêté, qu'on a déclenché des ateliers de créativité avec des groupes d'entrepreneurs pour illustrer cette vision par des idées utopiques pour certaines, pratiques pour d'autres, et qui viennent donc illustrer le contenu de la vision. Et ce sont les fameuses 21 idées qui sont à la fin du livre. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est de lire ce livre en commençant par les 21 idées. C'est sûr qu'on a tendance à vouloir le faire parce que le 21 idées pour le 21e siècle, c'était peut-être le slogan un peu rapide, un peu facile, mais qui malheureusement sans doute parfois occulte la première partie. Donc cette première partie de vision est très importante puisque elle décline en 6 chapitres, des chapitres très courts, l'idée que la Martinique doit proposer une vision axée sur l'ouverture. En fait, l'avenir ne va se déboucher que si la Martinique s'ouvre dans tous les domaines, que son économie s'ouvre sur les nouvelles technologies. Il y a une vraie mutation économique à opérer sur les technologies du XXIe siècle, et là on a des atouts pour pouvoir le faire, que les marchés de la Martinique s'ouvrent au-delà de ses frontières. Considérer qu'une économie doit être limitée à ses frontières, c'est une erreur de vision stratégique. Locale ou frontières géographiques. Locale, Locale, absolument. Il faut absolument que la Martinique ne soit pas un point d'arrivée économique, mais plutôt un point de départ, et qu'on a des capacités, on a des moyens. Qu'on puisse exporter nos savoir-faire, nos brevets, nos qualités, nos intelligences, nos produits. Il y a des choses qui peuvent sortir de la Martinique et qui doivent sortir, et ça c'est l'ouverture vers l'extérieur. Et vous savez, à l'heure de l'Internet, à l'heure des nouvelles technologies, le monde est un village. Et la Martinique ne doit pas rester le nombril du monde. La Martinique se doit de s'ouvrir. De son propre monde. De son propre monde, absolument. Donc, oui, la Martinique doit complètement, et vous voyez bien, regardez bien les jeunes générations de Martinique aujourd'hui, ils ne comprennent pas quand on leur parle de limites géographiques, quand on leur parle de limites culturelles. Aujourd'hui, ce sont des citoyens du monde et il faut absolument aujourd'hui accompagner cette vision-là. Donc cette ouverture sur le monde, cette ouverture sur nous-mêmes, parce que là aussi, vous savez, et ça ce sont des choses qui sont remontées des ateliers de travail avec les différents chefs d'entreprise, la Martinique souffre de blocage de dialogue d'ailleurs. Donc réapprendre à dialoguer entre nous, à lever des murs qui sont inutiles, à lever des barrières pour fluidifier les échanges. On a sans doute à gagner, de manière collective, à faire tomber les petites murailles qui nous séparent les uns les autres, qui séparent les groupes, qui séparent les corps constitués, qui séparent les catégories de personnes ou ce que vous voulez. Tout ça, il faut vraiment qu'on fluidifie et qu'on apprenne à réinstaurer un vrai dialogue sincère, honnête, mais constructif et décomplexé entre nous-mêmes. Et ça, il faut vraiment qu'on y arrive. Il y a également l'ouverture de l'état d'esprit. Il y a un état d'esprit d'ouverture aussi, qui doit s'ouvrir sur de nouvelles cultures. Voilà, ne pas se satisfaire de notre périmètre, ne pas s'enfermer, mais s'ouvrir dans toutes ces dimensions.
Voilà. Donc ça c'est le nouveau leitmotiv, voilà. L'ouverture. L'ouverture sur nos propres atouts. Vous savez, quand on a fait ce travail, on a réalisé, et ça peut vous paraître surprenant parce que nous avons le nez dans le guidon, donc nous avons du mal souvent à lever le nez pour regarder où sont nos atouts. Et bien quand on fait cet exercice, on s'aperçoit qu'on a de réels atouts économiques, des atouts forts, des atouts puissants. On a des filières d'excellence dans des domaines très, très particuliers, mais qui sont des modèles mondiaux. Simplement, on n'ose pas les regarder comme étant des atouts. Et bien souvent, au contraire, on préfère les regarder comme étant des choses plutôt à dégrader ou des handicaps. D'où l'esprit d'ouverture. D'où l'esprit d'ouverture. Il faut s'ouvrir aussi sur nos propres atouts. Voilà, s'ouvrir sur la mer, par exemple, ça c'est quelque chose qui se dégage très nettement de ce livre bleu. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle c'est un livre bleu. Parce que la mer en soi est un atout magistral qui n'est pas du tout exploité par notre île. Et regardez bien nos communes. Nous avons des communes qui sont pour la plupart des communes de bord de mer, dont les maisons donnent le dos à la mer et regardent la terre. Alors que la mer, une ouverture sur la mer, c'est une ouverture dans toutes ses dimensions, avec tout ce que la mer peut apporter comme ressources et comme solutions, aussi bien en termes de ressources énergétiques, mais également de ressources touristiques, la voile, etc. Enfin, il y a une immensité de domaines qu'on peut réamorcer en s'ouvrant vers la mer. Un exemple qui est illustré dans le livre, et pour bien montrer ce que je veux signifier là, vous savez qu'en Martinique, il y a 100 000 bateaux qui chaque année passent au large de la Martinique. 100 000 bateaux. Au large, mais qui? Au large de la Martinique. D'accord. Sur ces 100 000 bateaux, 15 000 touchent notre sol. Bateaux tout confondus? Tout confondu. D'accord. Pas que des bateaux de croisière ou que des voiliers? Tout confondu. Tout confondu. Tout confondu. 15 000. Pourquoi? Et ces 15 000, c'est la capacité maximum que la Martinique a de pouvoir accueillir ces bateaux. Que 15 000 bateaux? Que 15 000 bateaux. Toutes catégories confondues également? Toutes catégories. Autrement dit, on a un marché captif majeur, énorme, de 85 000 bateaux qui nous passent devant le nez tous les matins. Et on ne s'est pas réellement interrogé pour savoir comment de récupérer ne serait-ce que 10% de ce flux. Et voilà, alors, il y a quelques communes, comme je pense notamment à la commune du Marin, qui a eu une vision très audacieuse. C'est peut-être d'ailleurs une des seules communes à avoir résolument tourné sa commune vers la mer. C'est une longue tradition. Hein, aussi. C'est une longue tradition, mais c'est la vision quand même de quelqu'un. C'est une volonté qui s'est manifestée par un projet. N'empêche que la ville du Marin, à côté de celle de Saint-Pierre et du Robert, était aussi l'une des villes portuaires de Martinique depuis non. Oui, mais regardez, alors vous parlez de Saint-Pierre. À part que le Robert n'a pas suivi Vous parlez de Saint-Pierre. Et Saint-Pierre non plus. Parce qu'il y a eu la catastrophe de Saint-Pierre. Regardez les photos, moi ça m'a toujours frappé, regardez les photos de la baie de Saint-Pierre avant 1902. Vous voyez, ces images en noir et blanc qui circulent. Regardez ces images. Et qu'est-ce que vous voyez dans ces images? Vous voyez 70 bateaux, vous voyez des quais de chargement, vous voyez une vie sur les berges extrêmement dynamique, vous voyez une ville maritime, une ville... Bon, regardez la même image en allant vers Saint-Pierre de cette baie, il n'y a pas un bateau. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Vous voyez, donc ce sont des questions qu'il faut simplement se poser. Mais c'est aussi un retour de l'histoire aussi assez intéressant, dans la mesure où Saint-Pierre, à l'époque, était la ville portuaire rayonnante, et qu'aujourd'hui, c'est le Marin. Voilà. Et que Est-ce que c'est une fatalité pour Saint-Pierre de rester une ville non maritime? En tout cas, il faut bien reconnaître également, Emmanuel de Rênal, que la baie du Marin est quand même la baie la plus sécure de la région. Et bien d'autres îles pourraient nous l'envier, cette baie. Donc, effectivement, se tourner vers la mer, c'est une possibilité qui pourrait s'offrir aux chefs d'entreprise martiniquais. Alors, il y a aussi, donc la première partie, c'est un petit peu le leitmotiv. Et en deuxième partie d'ouvrage, on a 21 propositions concrètes. Alors, hors antenne, vous me disiez que certaines sont plus dynamiques que d'autres, certaines sont plus abouties que d'autres, certaines sont plus justes à la limite que d'autres, et vous disiez même que vous pourriez accepter une critique concernant Acerbe, voire concernant certains projets, parce que la réflexion est toujours à mener. Mais comme ça, sur ces 21 propositions, laquelle serait la plus pertinente dans le contexte actuel et éventuellement laquelle est déjà mise en œuvre? Alors,
vous savez que quand on a présenté cet ouvrage il y a 15 jours, 3 semaines, on a tout de suite embrayé avec un comité de suivi des idées pour tenter de faire émerger un maximum de ces idées pour qu'elles prennent vie concrètement. Nous ne sommes pas là pour porter des projets, nous ne sommes pas des porteurs de projets. Par contre, on peut être un facilitateur, on peut être un catalyseur, on peut être un inspirateur. Et je suis très frappé de voir qu'en 3 semaines, d'abord le téléphone n'arrête pas de sonner, des gens se manifestent. Depuis la sortie du livre. Oui, absolument. Des gens se manifestent et on reçoit de plus en plus de gens qui viennent avec des idées déjà dans les cartons et qui, pour certaines d'entre elles, prennent vie. Pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, cette semaine, nous avons concrétisé, alors ce n'est pas nous qui l'avons concrétisé, mais nous avons accompagné un porteur de projet qui est Dominique César, qui a lancé très officiellement sa plateforme de crowdfunding, qui est le financement participatif, et qui avait été très clairement exprimé comme étant l'idée numéro 1 du livre bleu. Ce qui consistait à utiliser la diaspora pour aider les jeunes entrepreneurs. L'idée était de dire la Martinique est en manque de financement, de capitaux et d'accès au financement, et qu'une des solutions, alors qui n'est pas la solution qui résout tous les problèmes, mais une des petites solutions est de faire appel au financement participatif pour pouvoir financer quelques projets, des petits projets ou des projets à taille moyenne. Mais vous savez, ça part de l'idée que ce sont les fourmis qui font la fourmilière, et c'est grain d'Éric à plein sac, comme on dit. Eh ben c'est ça, c'est de rendre collectif une démarche d'aide en mobilisant d'abord les Martiniquais, au-delà des Martiniquais, la diaspora martiniquaise, et puis d'une certaine manière réussir comme ça à étendre entre guillemets le club des amis de la Martinique, parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de gens sont prêts à aider, même en donnant 10 € ou 15 € sur un projet, sur la simple volonté de voir émerger un projet auquel ils croient de manière émotionnelle. Eh bien, ce ressort-là, aujourd'hui, c'est possible grâce à cette plateforme mymoney.fr, my-money.fr, qui existe depuis 2 jours. Alors oui, un fait intéressant, et ça me saute aux yeux à l'instant, il y a des projets qui sont des projets purement économiques, comme par exemple trouver des fonds à travers les diasporas, on est dans l'économie pure, et on est aussi un petit peu dans une forme de solidarité, on est dans une forme de société aussi. Mais par exemple, quand on a un projet numéro 2, et si les seniors formaient les juniors, là on sort du cadre restreint de l'entreprise, on est dans la société. Oui et non. Alors pourquoi cette idée-là est très intéressante? Pourquoi? Parce que vous savez que la Martinique aujourd'hui a un vrai problème. La Martinique est en train de vivre un choc démographique majeur. La population martiniquaise vieillit de manière très accélérée et en 2030, la grande majorité de la population aura plus de 60 ans. Donc c'est quelque chose de cataclysmique qui se prépare, et donc il faut vraiment se préparer. Que les vieux servent à quelque chose. Il faut se préparer à ça. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse les choses se faire et puis on subit une évolution démographique et forcément un appauvrissement de la Martinique dans son ensemble? Parce que conjointement à ce vieillissement de la population, ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça les études démographiques le démontrent, c'est qu'on a une fuite de la jeunesse, et notamment notre jeunesse formée qui quitte la Martinique pour trouver des débouchés ailleurs. Qui quitte la Martinique ou qui se retrouve aussi dans des activités dites illicites et qui ne sont plus forcément exploitables pour le marché du travail. Ah. Et celles qui restent effectivement se retrouvent dans de mauvais réseaux. Et donc on a une jeunesse à la fois qui s'évapore et qui s'affaiblit, et des seniors qui pèsent de plus en plus sur l'écologie de la société. Et qui augmentent en nombre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et cette jeunesse aujourd'hui qui reste est sous-formée, parce que c'est la jeunesse d'élite est partie, et donc il y a un enjeu à la fois de trouver des équilibres économiques, et en même temps un vrai enjeu de société, c'est qu'il faut impérativement que notre jeunesse retrouve les fondamentaux de sa formation pour pouvoir compenser, je dirais, la fuite qui s'opère par ailleurs. Et donc l'idée de dire, on a des personnes âgées qui sont formées, pourquoi ne pas les mettre à contribution sous un modèle tout à fait innovant. Pour qu'ils viennent en support scolaire des jeunes, parce que par ailleurs, on a un vrai souci de formation de la jeunesse, et on a également un vrai souci
là encore que les études démographiques nous démontrent, c'est que le lien familial explose, le noyau familial est en train de partir en vrille et il est complètement nécessaire de recréer du lien partout où c'est possible. Et donc ces clubs de seniors qui viendraient former des enfants, ça peut paraître utopique, eh bien ça existe. Et je peux vous dire à l'heure où je vous parle que j'ai rencontré quelqu'un la semaine dernière qui est en train de réfléchir concrètement à ce projet. Alors c'est une réflexion qui est menée au niveau d'un quartier, mais on pourrait imaginer étendre cette réflexion au niveau de la Martinique entière à travers les solutions que permettent maintenant de nouvelles technologies, et notamment une plateforme Internet, pourquoi pas. Voyez, donc il y a des solutions, encore faut-il y croire. Alors, la semaine dernière, on s'était permis de rigoler un peu des idées, et là, avec l'interlocuteur le plus intéressé, on découvre de très belles choses, et on se rend compte effectivement que ces idées sont porteuses. Moi, j'avais un bémol quand même, et je tiens à le dire, j'avais un bémol à signaler, et nous avons discuté hors antenne, c'était l'idée numéro, rapidement que je retrouve, l'idée numéro... alors je ne me rappelle plus, c'est l'idée concernant le fait que les jeunes doivent être bilingues. Oui. Et là-dessus, je ne saurais pas tendre, Emmanuel de Rênal, parce que ouais, la jeunesse est... Ah, donc moi, j'ai écrit en rouge, la jeunesse est déjà bilingue. Ce jour-là, je n'étais pas content du tout. Quand j'ai appris, et je ne parle pas qu'à Emmanuel de Rênal, bien évidemment, je parle à tous les chefs d'entreprise, quand j'ai appris que pour les chefs d'entreprise, la jeunesse martiniquaise n'était pas encore bilingue, alors que cette jeunesse martiniquaise est tout de même créolophone à majorité. Alors, Emmanuel de Rênal a une explication concrète. Nous sommes dans le domaine de l'économie et pas forcément ni dans le domaine de l'identité, ni dans le domaine de la culture. Donc, par conséquent, le fait d'être bilingue ou trilingue pour nos jeunes, ça n'a pas forcément... Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, très concrètement, être bilingue français-créole ne suffit manifestement pas à briller sur les marchés export. Ça, c'est un constat. Donc, effectivement... c'est gros dos qu'est l'autre bois, pas les créoles. Bon, en tout cas, c'est pas ça qui est suffisant pour briller sur ces marchés-là. En revanche, la maîtrise de l'anglais est simplement fondamentale. Donc maîtriser l'anglais est quelque chose... Nous sommes quand même un îlot franco-créole dans un bassin anglophone ou hispanophone éventuellement, mais essentiellement anglophone. Et on ne peut pas traiter d'affaires avec cet environnement si on ne maîtrise pas la langue. Parce que vous savez, ne pas maîtriser une langue, c'est simplement ne pas avoir envie de prendre l'avion pour de la connaître. Et là, on vit encore en mode fermé. Et quand on parle d'ouverture, la maîtrise de la langue anglaise, en tout cas la langue de nos voisins, est essentielle pour pouvoir manifester l'ouverture. Donc je crois que c'est un enjeu national majeur pour nous que de maîtriser absolument l'anglais, avec le créole bien évidemment et le français. Et la maîtrise de l'anglais est quelque chose de complètement indispensable. Très bien. Une autre idée nous avait aussi fait tiquer, c'était l'idée concernant le transport maritime. Parce qu'on se disait que le problème du transport maritime en Martinique est déjà tellement prégnant que de développer des idées à partir de ce secteur, c'est quasiment caduque. Alors, ce qui est important dans cette idée, alors je n'ai pas exactement le souvenir précis de cette fiche, mais ce qu'on a voulu traduire, c'est que... C'est la fiche numéro 9. Et si les touristes devaient garder un souvenir impérissable de leur transport maritime en Martinique. Voilà. Et ce que nous disions, nous, en boutade, c'est que nous en gardons un souvenir impérissable, puisque nous ne pouvons pas prendre bateau, même pour aller l'autre Boala, en Sdarlé ou bien en Smitan. L'idée est de dire que, là encore, si on se tourne vers la mer, il faut que de commune à commune, on puisse circuler par voie maritime. Et on pourrait imaginer mettre en place un concept un peu comme les Yellow Taxi de New York. Pourquoi pas des Yellow Boats, donc des concepts très simples, de petits volumes, mais qui permettraient de caboter de commune à commune pour pouvoir circuler autour de l'île sur un mode taxi avec une organisation à mettre en œuvre. Alors, ça, c'est une vision. Est-ce que l'idée est aboutie? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut s'en inspirer et puis peut-être creuser le sujet? On avait imaginé, mais c'est peut-être une absurdité, de travailler peut-être avec les marins-pêcheurs qui arrivaient au début de la journée, la pêche étant faite
Pourquoi ne pas imaginer des équipements de bateaux qui pourraient avoir une deuxième vie et être mis au service de transport de personnes sur un modèle à formater et à encadrer. Voilà, je pense que là, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit, ne pas se fermer. Il y a sans doute des solutions qu'on n'a pas encore trouvées, auxquelles on n'a pas encore pensé. Mais l'idée simple de dire, nous avons la mer, nous avons des communes de bord de mer, nous avons des touristes qui viennent ici et qui voudraient pouvoir vivre une expérience de transport sur nos côtes. Pourquoi ne pas réfléchir sereinement à aboutir ce projet-là, qui nous paraît un projet de bon sens? Alors, tout à l'heure, on a parlé d'un projet qui abordait non seulement un aspect économique, mais aussi un aspect social, culturel. Là, on a plutôt le sentiment que ce projet aborde un aspect politique, parce qu'il faut tout de même des infrastructures qui sont financées par la collectivité, pour que ces fameux touristes puissent avoir des souvenirs impérissables de notre île. Il faudrait qu'on débourse un paquet d'argent. Alors, mais enfin, ça peut rester une idée pertinente, mais voilà pourquoi je mettais l'accent dessus de manière un petit peu à gauche. Alors, une idée qui nous avait paru très intéressante, c'était l'idée, et si les yolles de Martinique défiaient les plus grands navigateurs de la planète? Ça nous avait aussi fait rire, Emmanuel. Oui. On se disait que notre petite yole paraissait bien frêle à côté de ces embarcations qui sont des véritables Formule 1 de la mer. Alors cette idée, elle est très simple et elle est complètement réalisable. L'idée, elle est simplement de dire, nous avons aujourd'hui un tour de Martinique des yolles rondes qui se fait hors saison touristique, alors, qui est complètement passionnant pour notre population. Pourquoi ne pas imaginer un événement en saison touristique, toujours autour des yolles, et qui, pour actionner un levier, je dirais, médiatique au niveau national, puisque l'enjeu, c'est quand même, à travers la yole, de montrer notre Martinique ultra valorisée et de faire rêver des publics extérieurs. Parce que si la yole peut capter du visiteur, du touriste, je crois qu'on peut réfléchir dans ce sens-là. Et d'où ces fameux défis où on pourrait lancer un défi mondial aux grands navigateurs pour venir régater sur les yolles rondes de Martinique. Tout ça couvert par une belle émission de médias nationaux. On pourrait imaginer des relais. Je pensais que c'était une invitation au MAC littéraire. Alors, une idée par contre, et que la petite lumière verte nous dit que l'émission est terminée, et une idée nous paraissait particulièrement intéressante, et à moi en particulier, c'est le fait que la Martinique devienne une destination du rhum. Oui, alors malheureusement l'émission se termine, mais elle se termine sur sans doute ce qu'il y a de plus important. Parce que nous avons là toutes les infrastructures nécessaires. Nous avons le meilleur rhum du monde. Oui. Nous avons, vous savez, l'Écosse s'est fabriquée son image, son identité une vraie tradition du rhum à travers le whisky. Un patrimoine à vendre. Bordeaux s'est fabriqué à travers le vin. La Martinique pourrait avoir un vrai ambassadeur mondial qui est le rhum. Et si chaque touriste vivait la Martinique à travers une expérience rhum qu'on peut lui apporter, je pense que la Martinique se distinguerait par rapport au concert de toutes les îles qui nous entourent. Et là, on dispose de quelque chose d'extrêmement spécifique et d'extrêmement fort qui réunit l'industrie, le culturel, l'émotionnel, qui réunit tous les aspects d'un vrai moteur. Très bien. Alors, c'est le mot de la fin. En tout cas, j'ai été très heureux, Emmanuel de Rênal, de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau. Un économiste dans une émission littéraire, ça peut paraître déplacé, mais en tout cas, nous avons beaucoup appris. Et ce petit livre bleu ouvert, écrit par les chefs d'entreprise martiniquais, a au moins le mérite d'exister. Et puis, il est à disposition de tous ceux qui veulent pour, d'une part, mieux connaître le schéma économique de la Martinique, et puis aussi pour se familiariser avec les idées de nos chefs d'entreprise martiniquais. Voilà. Donc, Emmanuel de Rênal, merci d'avoir été en notre compagnie durant cette heure consacrée à la littérature sur Zouk TV. Un grand merci. Donc, notre antenne vous sera toujours ouverte. Chères téléspectatrices, téléspectateurs, merci d'avoir été en notre compagnie durant cette heure consacrée à la littérature et pour le cas à l'économie. Nous recevions donc Emmanuel de Rênal. Merci d'avoir été en notre compagnie. À la semaine prochaine. D'ici là, restez bien branchés. Voilà, bye bye. Ciao, ciao.